Après Héros et Massacre, il y a eu une période, un battement où il n'a pas tourné, il me semble, pendant une bonne dizaine d'années. Est-ce que c'était parce qu'il cherchait d'autres formes plastiques, filmiques, ou est-ce que c'était parce qu'à un certain moment, il a douté de la fiction? Après, il est revenu, mais en passant par le documentaire et par des films qui étaient beaucoup plus, disons, expérimentaux. Comme vous le savez, Héros plus Massacre a été présenté au Festival d'Avignon en 1969. Alors qu'au Japon, à la même époque, donc, ce film faisait l'objet d'un procès pour violation de droits privés. Et il était donc très difficile de le lancer dans les salles, d'autant plus qu'il était très très long, donc peu de salles acceptaient de le distribuer. Ce qui signifie donc que le lancement public a été plus rapide à Paris, puisqu'il a été lancé donc à la Pagode, et ce lancement donc a précédé le lancement dans les salles au Japon. Après Héros, je pense que vous le savez tous, mais j'ai tourné Purgatoire Heroica, puis Coup d'État. Et ces trois films forment ce qu'on appelle la trilogie, ce que les critiques appellent la trilogie du sexe et du politique. Et c'est ensuite, après cette trilogie, que j'ai choisi de m'éloigner du cinéma pendant 14 années. Et j'ai donc créé dans ma carrière un plan de 14 ans. Aujourd'hui encore, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que j'ai voulu finalement créer ce plan, ce vide de 14 ans dans ma carrière de cinéaste. Lorsque j'ai quitté le monde du cinéma, j'avais à peu près juste 40 ans. Et au Japon, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on a 40 ans, on finit donc par entrer dans une période de la vie où on n'hésite plus et où on n'a plus que des certitudes. Or, justement, à cet âge charnière, je me suis dit que c'était peut-être la dernière chance pour moi d'hésiter dans la vie. Et c'est donc pour ça, je pense, que j'ai quitté un petit peu le monde du cinéma, d'autant plus que je suis toujours très suspicieux face au rôle et du réalisateur de cinéma, et je doute toujours de la définition exacte de ce terme. Tous ceux qui ont vu le film peuvent s'en rendre bien compte, bien sûr, mais Héros traite d'un sujet, d'un événement historique qui s'est déroulé 10 ans avant ma naissance. C'est donc un fait de l'histoire et qu'il est impossible de revivre. Et bien sûr, même si on peut le comprendre en tant que fait historique. Ce qui signifie que le seul choix que j'avais donc pour essayer de faire revivre ce passé révolu était donc de choisir la voie du rêve. Et je considère donc Héros comme un très long rêve. Un très long rêve, puisque le rêve est l'espace où le passé, le présent et le futur s'effacent. Il n'y a donc aucune continuité temporelle et aucune temporalité fixe. Les morts peuvent revivre. Et il n'y a également pas d'histoire continue, il n'y a pas un fil narratif clair dans un rêve, c'est juste une succession de petits épisodes qui, mis à bout à bout, ne peuvent pas finalement construire une histoire bien ordonnée. Pour le second volet de cette trilogie, Purgatoire Heroica, l'histoire traite d'événements historiques parfaitement contemporains que j'ai véritablement vécu, puisque d'une part il y a ces événements, ces mouvements communistes révolutionnaires des années 50 au Japon qui ont perturbé la société, et ensuite les mouvements étudiants des années 60-70 qui ont également bouleversé le monde et qui sont bien sûr connus en France sous l'appellation mai 68. Au Japon, ces mouvements étudiants se sont transformés progressivement en terrorisme, et c'est en fait cette escalade dans la violence qui a entraîné finalement le discrédit et la défaite de ces mouvements étudiants. Dans Purgatoire Heroica, j'étais en train de tourner le film alors que ce terrorisme n'était pas encore arrivé à son apogée, mais j'avais un pressentiment sur la fin tragique de ces violences croissantes.
Et c'est pour ça que j'ai choisi en fait d'introduire un élément, un temps futur des années 80, de sorte que les événements contemporains que nous vivions à l'époque soient perçus dans le film par une époque future, donc les années 80. Et j'espérais en fait que, vu de ce temps futur, les événements tragiques que nous étions en train de vivre se transforment en une sorte de grosse farce. Et parce que je considérais que c'était la seule solution pour l'être humain, finalement, de soutenir l'insoutenable et d'accepter finalement la tragédie, parce qu'on savait finalement que dans un temps futur, elle deviendrait comédie. Dans Coup d'État, donc le dernier volet, l'histoire se passe autour d'un événement qui s'est déroulé 3 ans après ma naissance. Il s'agit du seul et unique coup d'État de l'histoire du Japon. Et en fait, ce coup d'État a été un coup d'État organisé par les militaires, qui provoque donc une révolte. Et leur dirigeant était un homme politique extrêmement complexe, dont les pensées peuvent être considérées soit de gauche, soit de droite. Et ce penseur extrêmement intéressant, très complexe, considérait en fait que le Japon, entré dans sa phase de modernité, avait concentré dans une forme pyramidale en fait toute l'autorité dans la figure de l'empereur. Et il y avait donc entre la tête de la pyramide, l'empereur, et donc le bas de la pyramide, le peuple, toute une succession en fait d'étages intermédiaires qui étaient donc évidemment les médiateurs, les différentes intermédiaires classés selon une certaine hiérarchie. Et lui en fait souhaitait nier entièrement tous ces intermédiaires et leur existence, de sorte que finalement il y a un contact direct entre l'empereur et le soldat de première classe, c'est-à-dire donc le peuple. Et après cette trilogie, j'ai pensé que je ne pourrais continuer à faire des films que sous forme d'imitation de Yoshida. Jusqu'à présent, j'avais tourné des films, à chaque fois que je tournais un film, mais c'était toujours en niant l'existence même du réalisateur Yoshida Kizu. Mais après cette trilogie, j'ai craint de ne plus être capable finalement d'assumer ce défi, et c'est pour ça que j'ai quitté le monde du cinéma, je pense. Pour dire les choses autrement, lorsque je réalise un film, je ne veux pas réaliser un film et le montrer au public, je veux que ce public regarde le film que j'ai réalisé, c'est-à-dire que finalement il y a entre moi et le public un film à équidistance, et le public finit par me regarder moi à travers le film qu'il est en train de voir. C'est donc un rapport extrêmement tendu, extrêmement complexe entre le public et moi-même à travers un film. Mais c'est ce public finalement qui a le droit de critiquer et qui a le droit de donner son interprétation à travers son imagination, qui fait justement tout le charme et le mystère du cinéma. Et je voulais vraiment garder et perpétuer ce rapport extraordinaire que le film me permet. Et après cette trilogie, j'ai craint de ne plus pouvoir être capable de réaliser des films qui permettent cela. Pourquoi avez-vous décidé de vous affranchir du système des studios, et comment s'est passée la transition vers un cinéma plus indépendant? La raison directe de mon éloignement des grands studios est un incident avec les Shoot School. En effet, pour le 6e film que j'ai tourné avec eux, Évasion du Japon, la scène finale a été coupée au montage sans mon accord et sans me consulter. Et pour montrer mon mécontentement, donc mon opposition face à cette initiative des studios, je n'avais d'autre solution que de rompre le contrat qui me liait à eux et de m'éloigner, de prendre mon indépendance. Je pense, après avec le recul, bien sûr, que ce choix de la Shoot School de couper la scène finale de mon film était bien sûr faite sciemment, parce qu'ils souhaitaient finalement me faire quitter les studios
à l'époque. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les grands studios de cinéma étaient financièrement extrêmement en danger, puisque avec l'avènement de la télévision, le cinéma connaissait donc une grave crise. Et la plupart des studios licenciaient massivement toutes leurs équipes, et également les réalisateurs qui étaient en général sous contrat. Et c'est donc également moi qui, de mon côté, j'ai également donc rompu mon contrat. Il y a d'autres réalisateurs, notamment Miloš Takeški, donc j'étais l'assistant réalisateur, qui a rompu son contrat aussi et qui est parti à l'époque. Et je pense que si Ozu n'était pas mort l'année précédente, il aurait également fait de même. C'est donc, comme vous pouvez le voir, un grand tournant dans le cinéma japonais, la fin des studios de cinéma. だけ日本の映画館が大きく曲がり立ってきていたんです。